Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau webinaire, qui clôture cette première semaine du Belk numérique hiver 2022. Merci à vous de votre présence et merci aux intervenants. Je vais juste, avant de laisser la parole à nos trois invités, vous donner quelques petites informations technico-pratiques pour la bonne marche de ce webinaire. Donc, bon, vous en avez peut-être sûrement l'habitude, mais je préfère le préciser. Vous avez sur votre droite un outil qui permet à la fois d'interagir avec nous et donc d'exprimer votre joie d'assister à ce webinaire. Et donc, c'est l'outil chat. Et juste à côté, pour ne pas mélanger, pour que ce soit d'ailleurs plus facile pour nos intervenants de répondre et de visualiser vos questions, vous pouvez sélectionner l'option questions qui permet comme ça vraiment de se focaliser et voilà. Et c'est beaucoup plus simple au niveau visuel. Donc, dans une première partie, nos intervenants présenteront justement la grande grammaire du français et dans une seconde partie, ils répondront à vos questions éventuelles. Voilà. Donc, je vous remercie beaucoup et je vais céder la parole à Monsieur Étienne Quillot, qui est chef de la mission du développement et de l'enrichissement de la langue française au ministère de la Culture, délégation générale à la langue et aux langues de France. Voilà, c'est à vous. Voilà, bonjour à toutes et tous. Alors, j'ai le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui donc les directrices scientifiques et éditoriales de la Grande Grammaire du français. Donc, Anna Beillet, professeure à l'Université de Paris, d'une part, et d'autre part, Danielle Godard, directrice de recherche honoraire au CNRS. Alors, nous allons tout de suite entrer dans le vif du sujet. Mesdames, pourquoi une nouvelle grammaire? Bon. Alors, il s'agissait de répondre à un besoin et combler une lacune. Contrairement à pas mal de langues indo-européennes, le français n'avait pas bénéficié d'une grande grammaire depuis très longtemps. En fait, depuis Damouret et Pichon, et encore Damouret et Pichon n'était pas vraiment, dont le dernier volume a paru en 1936, et Damouret et Pichon n'était pas vraiment, s'était pas propagé de manière générale. Donc, il s'agissait de combler cette lacune pour faire le point sur le français contemporain. En fait, on a décidé à partir de 1950, avec les outils de connaissances d'aujourd'hui, les outils qu'on a accumulés spécialement en linguistique depuis presque 50 ans maintenant. Et donc, on a décidé de cette grammaire et qui présente quand même quelques différences dans l'ensemble les autres grammaires. C'est-à-dire qu'on a une grande variété de données, une grande variété de sources, plus variées que d'habitude, plus variées à l'écrit parce qu'aujourd'hui, on dispose des données d'Internet, ce qui est quand même une nouveauté technique, mais dont nous avons... je ne sais pas si c'est le privilège historique au moins pour les grammaires. Nous prenons aussi en compte l'oral, qui est disponible, alors il est transcrit dans la version écrite, mais il est disponible dans la version en ligne. Et puis également, nous prenons en compte non seulement les données de la France, ou même de l'Europe, Belgique, Suisse, mais également hors d'Europe. Et là encore, on a des données, peut-être pas tout, mais enfin des données qui sont orales et disponibles dans la version en ligne. Donc, beaucoup plus grande variété de données qu'on ne fait d'habitude dans les grammaires. Et par ailleurs, il y a aussi des différences avec les grammaires usuelles dont on dispose. C'est-à-dire qu'il n'y a donc pas de privilège de l'écrit, mais aussi pas de privilège des bons auteurs. C'est le français ordinaire, comme chacun peut le parler et peut se l'approprier. Voilà. Anne, Alors, merci. quelque chose? Je voulais juste montrer un tout petit peu, voilà, en partageant l'écran, à quoi ça ressemble. Donc voilà nos 59 auteurs linguistes d'une dizaine de pays différents. Donc c'est un projet international. Et donc l'ouvrage se décline en fait en plusieurs
versions. Donc, il y a ces 2 volumes sous coffret, mais il y a aussi une version e-book et EPUB et un site en ligne sur abonnement. Enfin, on a aussi un accès 15 jours d'essai gratuit et puis aussi une formule de code d'accès en achetant le livre. Et donc, dans la version en ligne, vous pouvez cliquer sur des exemples oraux et les entendre. Donc, il y a cette prise en compte de l'oral qui est nouvelle et aussi au niveau de l'objet lui-même. Alors, merci beaucoup pour cette entrée en matière. Alors, est-ce que vous pouvez nous détailler comment vous avez travaillé, probablement pendant une très longue durée? Il y a donc plusieurs divisions, sans doute beaucoup de laboratoires. Vous nous avez dit une 50aine de linguistes, de soldats, donc pour cette grande aventure. Alors, vous nous avez déjà donc dit que vous consacriez une part donc à des ressources de la francophonie du Nord, de Belgique, peut-être du Québec. Et qu'en est-il du Sud? Alors, les données, enfin, auxquelles on peut avoir accès pour ce qui est, je ne sais pas si vous pensez à l'Afrique ou si vous pensez à des territoires français hors d'Europe, il se trouve que les données, il y a beaucoup moins de données disponibles. Il n'y a pas des grands corpus comme on en a pour l'Europe et pour le Canada. Néanmoins, c'est pas du tout, c'est pas absent. C'est pas absent. Ces façons de parler en français ne sont pas absentes de la grande grammaire. On a quand même des données sur les Antilles, on a des données sur l'Afrique du Nord, l'Afrique subsaharienne, la Réunion, Maurice, etc. Donc, c'est simplement, si vous pensez qu'il y a une moindre prise en compte, c'est uniquement une question de moyens. Là, je pense qu'il faudrait compléter tout ce qu'on a par des grandes enquêtes. Mais bien sûr, c'était un autre projet. Très bien, si les gens le font, c'est parfait, mais c'est un autre projet à lancer. On a quand même pu bénéficier, grâce à certains de nos auteurs, de certaines sources africaines, par exemple pour le Congo. On a une auteure qui a travaillé sur le français parlé au Congo et elle a eu quand même accès à des bases, à des données. Voilà. Donc, c'est pas, si vous pensez qu'il y en a moins, c'est vrai. Ce n'est pas une volonté de notre part. Nous, on a vraiment fait ce qu'on pouvait. On est allé aussi loin qu'on pouvait sur les autres domaines de la francophonie. Voilà, donc en utilisant tous les corpus disponibles. Et à l'intérieur de ces zones… Est-ce que je peux montrer un petit peu plus il faut à chaque fois que je fasse une manip, mais… voilà, donc ces grands corpus, c'est la première fois qu'ils sont tous réunis et exploités systématiquement. Donc des corpus de SMS, puisqu'il y en a, des corpus oraux de France, à commencer par ceux d'Orléans, ceux d'Aix, mais aussi hors de France, donc ceux de Montréal, ceux de Sherbrooke, et puis ce grand corpus phonologie du français contemporain qui, lui, vraiment enquête à différents endroits de la francophonie. Donc, c'est grâce à ce corpus que nous avons des voix de Bangui, par exemple. Et donc, pour l'oral, je peux se présenter, on y reviendra peut-être la façon dont se présente l'oral. Donc, voilà, pour la variation régionale, elle intervient à plusieurs endroits, enfin un peu partout en fait dans la grammaire. Donc, par exemple, ce qu'on appelle les noms affectifs, un espèce de, un idiot de, donc au Québec, c'est un Chris. Un Chris de char. Ma Chris de propriétaire. Donc là, c'est une locutrice de Montréal et on a donc des variations concernant les pronoms, le i, le ça, l'ordre des donne-le, donne-le-moi ou donne-lui, le donne-la lui. Et donc, pour les mots interrogatifs, par exemple, on a ce quoi en début d'interrogatif, quoya en Louisiane, ou ce quelième. Il habite à quel étage, donc au quelième étage, au combientième, donc au Cameroun. Et donc, c'était pour donner un exemple. Voilà, donc c'est très intéressant parce que vous avez été même aussi à l'intérieur des territoires, donc prendre en compte les usages régionaux.
Et alors, ce point m'inspire une question. Est-ce que finalement, au bout de cette grande entreprise, vous avez constaté qu'en dépit du brassage de la population, de l'uniformisation de l'enseignement, du poids des médias nationaux, ces usages régionaux tendent-ils à disparaître ou au contraire se maintiennent-ils, voire augmentent-ils? J'ai l'impression qu'ils sont moins stigmatisés qu'autrefois, c'est-à-dire que les gens, de la même façon qu'ils n'essayent plus forcément de gommer leur accent, ils n'essayent pas systématiquement de cacher leur particularité lexicale. Donc, disons qu'il y a peut-être un poids un petit peu moins du parisianocentrisme ou du francocentrisme. Mais ce qui nous a frappé du point de vue grammatical, puisque c'est plutôt la variation grammaticale, donc des mots grammaticaux ou des constructions, c'est que souvent, de façon indépendante ou pas, on retrouve les mêmes particularités dans des endroits du monde assez différents. Donc, par exemple, en République du Congo, on trouve des belgicismes comme la préposition andéan qui veut dire d'ici à ou 70 ou 90. Donc, ça s'explique par l'histoire, mais on trouve aussi de façon plus inattendue, par exemple, au plus, au lieu de plus il fait beau, plus je suis content, au plus il fait beau, au plus je suis content. Ça s'entend en Provence et en Belgique. En Belgique, c'est assez courant, un ministre peut dire ça. Donc, c'est le fait qu'on retrouve à différents endroits de la francophonie, par exemple, ce redoublement de la négation « j'ai pas vu personne » pour « j'ai vu personne », on l'entend au Québec et on l'entend aussi aux Antilles. Donc, aux Antilles, ils disent que c'est une influence du créole, mais c'est peut-être pas sûr parce que bon, on l'avait aussi dans des stades antérieurs du français et on l'a aussi au Québec. Donc peut-être que ça se maintient plus favorisé par le contact avec une autre langue, puisque à chaque fois le français est en contact avec des langues différentes. Mais ce qui nous a frappé, c'est que il y a d'une part les régionalismes lexicaux sont plus importants que les régionalismes grammaticaux. On peut vraiment parler d'une même grammaire et que certains croient comme un particularisme propre à leur région. Par exemple, on nous avait dit, puisqu'on a un auteur de Nouméa, mais en Nouvelle-Calédonie, on dit fort au lieu de très, mais en fait, c'est pareil en Belgique. Et on dit promener au lieu de se promener, mais c'est aussi assez courant comme endroit ailleurs. Donc, finalement, ce n'est pas pour gommer les particularités, mais souvent, enfin, justement, on note qu'il y a de la variation, c'est à différentes régions, mais c'est difficile de dire c'est uniquement à cet endroit-là. Finalement, on le retrouve à d'autres endroits. Donc, voilà, une étude systématique qui a été faite par Béatrice Lamirois, donc qui est une autrice belge, sur les expressions verbales figées. Donc, elle a comparé systématiquement, enfin, avec son équipe, Belgique, France, Suisse, Québec, 50 000 expressions. Et ils ont trouvé que 80% de ces expressions, alors que les expressions verbales figées, comme je ne sais pas, avoir un chat sur la langue, ça paraît très lié aux cultures locales, eh bien 80% étaient communes. Alors, il y en a quelques-unes qui sont typiques de la France, comme se faire appeler Arthur, ou typiques de la Suisse, comme avoir de la mordache, mais un certain nombre sont communes à au moins 2 ou 3 pays, comme aller au charbon pour aller au travail. Et puis, quand il y a des différences, souvent, c'est des différences assez minces. Enfin, c'est un peu les mêmes moules, comme pour coûter cher, voilà, coûter un os, coûter un bras, coûter un saladier. Donc, elles ne sont pas forcément transparentes, mais on voit bien le moule grammatical commun. D'accord. Donc, finalement, ce sont peut-être probablement, donc tout ce que vous venez d'évoquer, ce sont surtout des usages oraux. Alors, est-ce qu'il y a donc des divergences, enfin, on le constate au quotidien, entre la façon dont on parle, dont on manie la syntaxe à l'oral et puis à l'écrit. Alors, je parle de l'écrit quand on rédige une lettre, un rapport qui est évidemment différent des SMS que l'on rédige, parce qu'il y a donc une grande part à la fois de l'oral, donc cette part nouvelle du numérique, vous nous expliquez que vous aviez pris
en compte, et puis donc cette pratique de la rédaction plus classique où on fait peut-être plus d'efforts. Alors, est-ce qu'il y a des divergences qui évoluent, qui s'accentuent, qui diminuent? Oui, enfin, plusieurs points ont été étudiés. En ce qui concerne la syntaxe, pour la différence entre l'écrit et l'oral, en fait, on ne trouve pas de frontières. Ce qu'on trouve, c'est plutôt des tendances, c'est-à-dire il y a une préférence pour. Alors, par exemple, on trouve plus de ce qu'on appelle les constructions disloquées. Toi, je veux plus te voir. À l'oral qu'à l'écrit. Mais c'est une préférence, on en trouve beaucoup à l'écrit. Donc, même préférence aussi, on trouve dans le français de vous parliez, c'est-à-dire le registre qu'on appelle formel. On a couvert un registre formel toutes sortes d'usages. On trouve plus de nœuds de négation dans ce registre-là, qu'il soit écrit ou qu'il soit oral. Et ça, par contre, ça a été étudié. Ça a été étudié en France, ça a été étudié à plusieurs périodes par des Américains, bizarrement. Ça a été étudié dans les années 80, et il y a eu à nouveau des études plus récentes, et ça confirme les tendances, c'est-à-dire que ne s'efface à l'oral. Voilà, on ne dit plus ne à l'oral, même parfois dans des contextes très formels. Et il n'y a personne qui utilise ne partout. Ça n'existe absolument pas. Donc ça a été étudié. Aussi, il y a plus de sujets pronominaux à l'oral qu'à l'écrit. C'est pour ça aussi que peut-être qu'il y a plus de tendance au disloqué, parce qu'on disloque facilement un pronom, etc. Donc ce sont vraiment plutôt des tendances syntaxiquement. Et bien sûr, il y a un phénomène qui est massif, mais qui ne tient pas vraiment à la grammaire, c'est qu'à l'oral, il y a des marques qu'on n'entend pas. Comme vous savez, il y a beaucoup de formes verbales qui sont identiques à l'oral et qui sont différenciées à l'écrit. Les pauvres élèves en savent quelque chose. Donc, tu viendras S, il viendra pas d'S. Bon. Voilà. Alors, ça, évidemment, c'est une différence massive. Et notre auteur, sur la conjugaison des verbes, a noté 40 cases de conjugaison pour l'écrit et seulement une vingtaine pour l'oral de différence. Donc, c'est un phénomène très, très massif. Bon, et puis, bien sûr, il y a les formes sonores pour tout ce qui a une marque différente pour le singulier, le pluriel, le féminin et le masculin. En fait, bien souvent, c'est la même chose à l'oral. Donc, ces marques-là disparaissent à l'oral. Mais ce n'est pas une différence de syntaxe, c'est une différence de mode de communication. Voilà. Mais à l'oral, il y a aussi alors ce qu'on appelle, ce que certains considèrent comme des erreurs de grammaire, enfin des liaisons malencontreuses. Et puis l'accord du participe passé, les règles de grammaire que j'ai appris ou que j'ai apprises. Voilà. Donc, et ça, ça peut être des marqueurs sociaux d'un certain niveau d'éducation et de maîtrise de la langue française. Oui, alors je vous rassure pour le participe passé, ça n'est plus une marque de niveau d'éducation. Personne ne le fait à l'oral et même à l'écrit. On fait toujours l'accord. Et quand il le fait, c'est vraiment dans un contexte où ils se sont extrêmement surveillés. Je vous assure qu'Anne en a fait l'expérience, elle a regardé dans ses mails, pratiquement jamais d'accord du participe passé. Donc là, je crois qu'on pourrait faire une petite réforme dont on a déjà parlé à plusieurs reprises, mais qui n'a jamais été vraiment entérinée dans l'usage, qui est supprimons l'accord du participe passé. On pourrait le rendre facultatif, voilà. Mais il est facultatif avec laisser faire, voilà. Il est facultatif dans les faits. Hein. Oui. Est-ce que je peux montrer cette histoire de grammaire de l'oral, parce que c'est quand même la première grammaire qui parle. Donc, donc ce sont des échantillons de corpus oraux, comme par exemple. Il arrive, il donne sa fiche, il me dit il faut ça pour la semaine prochaine. Bon.
Donc, si l'oral n'est pas ponctué comme là, on se demande où sont les frontières de phrases, combien il y a de phrases, mais en fait, la plupart du temps, on peut ponctuer parce que on a des indices sonores qui nous montrent où sont les frontières de phrases. Donc, par exemple, cette autre phrase que nous avons ponctuée. Non, je ne suis pas née dans la région de Toulouse. En fait, je suis née au Portugal. A priori, on pourrait se demander si en fait tu es rattaché à la première ou à la seconde phrase. Et on voit dans la courbe mélodique cette grosse montée à la fin de Toulouse. Enfin, on l'entendait aussi, mais on peut la visualiser sous forme de courbe mélodique qui montre que voilà, la frontière entre les deux phrases, puisqu'il y a deux phrases, elle est après Toulouse. Et donc, voilà, la ponctuation est toujours bien présente. Alors, cette grande grammaire donc qui est novatrice, enfin, comment les enseignants qui nous écoutent, qui sont très nombreux donc cet après-midi, peuvent-ils en tirer profit? C'est-à-dire, comment peut-on enseigner la grammaire aujourd'hui? Voilà, parce qu'il y a probablement une différence entre cet ouvrage qui est principalement descriptif, hein, qui n'est plus normatif comme les grammaires que nous avons connues, en tout cas moi que j'ai connues dans ma jeunesse, et donc peut-être ces cahiers, ces manuels dont on dispose encore dans les écoles, dans les collèges, qui restent malgré tout très, très normatifs. Comment peut-on exploiter votre grammaire? On pense être une sorte de boîte à outils, c'est-à-dire que les enseignants peuvent toujours chercher, par exemple, des définitions. Alors, on a repris, dans l'ensemble, on a très peu d'innovation terminologique. Ça, on peut rassurer les enseignants. C'est pratiquement la terminologie officielle française ou belge. Bon, il y a quelques petites différences, mais ça va, on peut les avaler. Mais notre effort, là, il a porté sur le sérieux, c'est-à-dire qu'on définit de manière extrêmement précise, avec des critères robustes, auxquels on se tient, et croyez-moi, ce n'était pas si facile vu les habitudes des gens, on se tient dans toute la grammaire. En plus, c'est repris à la fin de la grammaire, dans les définitions qu'on donne. Donc d'abord, ça peut être vraiment une boîte à outils pour tout ce qui est la terminologie. C'est donc repris dans le glossaire, qu'est-ce qu'un mot, qu'est-ce qu'un sujet, etc. On n'innove pas, on est simplement plus précis et cohérent à travers toute la grammaire. Voilà. Et une autre chose qui rejoint quand même les préoccupations des professeurs de français langue étrangère, c'est justement le fait de s'intéresser au français ordinaire. Parce que ce qui intéresse et ce qui est difficile pour les étudiants, c'est bien de parler comme ils l'entendent. Alors nous, justement, on leur permet ça. Et on permet aussi de voir la différence éventuellement avec l'écrit littéraire. On n'élimine pas l'écrit littéraire, on n'élimine pas le français parlé ordinaire, on les confronte en quelque sorte. Donc ça, je pense que c'est très important pour les enseignants. Donc, je montre très rapidement ces outils, un échantillon de ces outils. Donc, nous avons donc des catégories de mots assez traditionnelles, voilà, adjectifs, adverbes, et nous avons une correspondance entre nos termes et ceux des terminologies officielles françaises, donc de 98 et de 2020. Et pour que l'on puisse s'y retrouver facilement. Si on dit subordonnant au lieu de conjonction de subordination, par exemple. On a des tableaux, par exemple, vous avez tous les pronoms, donc des tableaux qui seront utiles, nous l'espérons, pour l'enseignement. Nous avons des fiches, par exemple, si vous vous intéressez à « que », c'est toujours un mot qui pose problème, mais on récapitule tout ce qu'on sait sur « que », qui peut être un type d'adverbe, interrogatif, informatif, comparatif, ou un
pronom interrogatif ou un subordonnant, et puis nous avons ce glossaire donc, qui définit même les termes les plus simples comme adjectif ou adverbe, et qui éventuellement a introduit quelques nouveaux termes comme affixe qui correspond à préfixe ou suffixe. Voilà, donc en plus, ce sera utile pour les parents et les grands-parents quand on... Voilà, parce que et puis et finalement, on ne peut pas dire que la terminologie de la grammaire évolue tant. Je crois qu'il y a toujours des présentations caricaturales chaque automne, au moment, en tout cas en France, au moment de la présentation des programmes. On essaie de dire que la grammaire n'est plus ce qu'elle était, ce qui m'amène à finalement, je m'interroge parce que la variation donc est prise en compte. Donc vous avez donc regardé donc les usages, en tout cas très largement dans la francophonie du Nord. Donc est-ce qu'il reste encore des règles? Parce que malgré tout, nous testons, nous nous sentons souvent en insécurité linguistique, ou en tout cas certains d'entre nous, quand on rédige une lettre importante, un CV, une demande à un supérieur hiérarchique. Donc on peut douter de soi. Donc finalement, de donner en tout cas tous ces exemples avec ces différents types de construction, donc ces variations, comment vous présentez ces différentes variations? Est-ce que malgré tout, vous indiquez une hiérarchie entre ce qui était alors très correct, un peu moins correct, ce qui est acceptable? Comment faites-vous pour guider les lecteurs? Parce que c'est aussi ce qui nous a tous gênés, je crois, avec certaines grammaires où il y a tout et son contraire. Donc, comment faites-vous? Alors, on n'a pas vraiment une hiérarchie, mais on a des notations devant les exemples. Quand il n'y a rien, c'est que c'est passe-partout. Vous pouvez l'utiliser, ça marche. Mais on a aussi d'autres types de notations. Donc, à l'inverse de ça, on a une notation avec, voilà, la notation des exemples, qui emprunte beaucoup à la linguistique, mais pas complètement. Alors, vous voyez, c'est acceptable pour tout le monde, dans tous les contextes, on ne met rien. Donc, je n'ai pas de vélo, c'est OK. Inacceptable, ça veut dire que ça ne rentre pas dans la grammaire. J'ai de vélo, ça ne veut rien dire pour personne. Donc, ça, c'est l'astérisque. Et puis, douteux, c'est quand même des cas où on ne sait pas trop, c'est plus ou moins bon, ce n'est pas terrible, mais c'est acceptable. Inapproprié, ça, c'est le dièse. C'est différent, c'est-à-dire que la phrase est grammaticale, on peut être grammaticale, mais du point de vue du sens, de la construction du sens, il y a quelque chose qui cloche. Par exemple, si vous dites Paul est parti et Marie non plus, les phrases sont bien formées, mais ça ne veut rien dire. Parce que pour utiliser non plus, il faut qu'il y ait une première partie négative. Et puis après, vous avez un pourcentage, là c'est variable. Ça veut dire, il y a des gens qui acceptent, il y a des gens qui l'utilisent, et il y en a d'autres, non. Mais ce n'est pas stigmatisé socialement. Par exemple, je me demande où est-ce qu'il est allé. Vous pouvez penser que ce n'est pas du bon français. Nous, on a mis variable parce qu'en fait, c'est extrêmement utilisé. Et ça n'est pas vraiment stigmatisé. Par contre, ce qui est stigmatisé, c'est-à-dire rejeté comme non standard, on l'a mis avec un point d'exclamation. C'est le livre que j'ai besoin. Bon, ce n'est pas tout à fait grammatical. Où que tu vas comme ça, c'est très utilisé. Un interrogatif et puis suivi de que. C'est très utilisé, mais c'est socialement restreint. Alors là, on a mis un point d'exclamation parce que on pense que c'est pas qu'on pense que ce soit grammatical, c'est tout à fait grammatical, mais c'est pas bien vu. C'est-à-dire que si vous parlez comme ça, vous avez des chances d'avoir des problèmes dans certaines situations. D'accord. Donc, on le signale. Et on n'en fait pas quelque chose d'agrammatical. Ça, c'est très important, la différence. Il faut que si les gens disent ça, ils comprennent qu'en fait, ils parlent du français.
mais ils parlent un français qui n'est pas standard, pas accepté par tout le monde dans toutes les situations. Voilà. Et puis, on utilise le même pourcentage pour les régionalismes. Voilà. C'est-à-dire que, par définition, si c'est un régionalisme, tout le monde n'utilise pas. Donc, ce que vous voyez, j'ai personne vu. Bon, par exemple, dans le Jura ou en Suisse, on dit ça. On ne le dit pas à Paris. Enfin, je dirais, il n'y a pas que Paris, mais bon. Voilà. J'ai fait mon fils rire, on le dit au Québec, pas seulement au Québec d'ailleurs. J'ai difficile de venir en Belgique, etc. Voilà, ça, ce sont des régionalismes, c'est-à-dire que dans la région où ils sont prononcés, ils sont parfaitement OK. Voilà. Mais c'est restreint régionalement. Voilà pour nos annotations. Donc, on pense que ça peut être vraiment très, très utile pour les gens, c'est-à-dire qu'on ne les lâche pas devant une multiplicité de possibilités d'exemples sans leur donner des guides. Donc, ces annotations ont dû faire l'objet de discussions entre tous les linguistes embarqués dans votre aventure. Pas mal. Mais quand même, on a, je crois, un bon sentiment personnel de ce qui est acceptable ou non. Après, ce dont on peut discuter, quand c'est restreint, c'est de quelle manière, pour qui, etc. Ça, c'est peut-être plus délicat. Oui, c'est vrai. C'est un petit peu comme le lexique, on a tous accès à plusieurs registres, donc on ne parle pas de niveau de langue parce qu'on ne les hiérarchise pas, on parle de registres. On sait que bagnole, ce n'est pas comme voiture et c'est familier, et puis ce n'est pas comme automobile qui est désuet ou précieux. Donc on essaye de montrer qu'on a le même choix et la même… oui, c'est un vrai choix qui nous permet de nous adapter à différentes situations de communication. C'est-à-dire qu'on peut dire « il pleut » ou « est-ce qu'il pleut ?» Donc, « il pleut », c'est un peu plus familier que « est-ce qu'il pleut ?» Et « pleut-il », c'est comme automobile, c'est devenu désuet. Donc, c'est important de montrer que pour dire à peu près la même chose, on a souvent affaire à notre disposition plusieurs constructions, c'est ce qui fait la richesse du français, mais justement, elles ne sont pas tout à fait équivalentes parce il peut y avoir un registre, donc une connotation associée, et puis aussi, par exemple, il pleut, on peut dire il pleut, n'est-ce pas, donc ça peut être une question de confirmation, ne pleut-il pas, voilà, là, il y a un biais, des questions interro-négatives, enfin, voilà, on essaye d'expliquer, on parle beaucoup du sens aussi, que les conditions d'usage et le sens associé n'est pas exactement le même, de la même façon que bagnole et les voitures ne sont pas tout à fait synonymes. Donc, c'est important. On essaye d'expliquer ça plutôt que dire ne dites pas et de rejeter dans les marges de la langue. Oui, c'est vraiment important de parler de registre parce que quand j'étais à l'école primaire dans les années 70, on n'apprenait qu'une seule forme interrogative. Et les formes que j'ai apprises, est-ce qu'il pleut, plus personne ne dit est-ce qu'il pleut, c'est pleut-il, il pleut, avec une intonation qui laisse entendre que c'est une interrogation, mais voilà, donc la langue a évolué, donc ça c'est… Oui, par exemple, comme parlait Daniel, on a des grands corpus oraux des années 60-70 et puis des corpus oraux du début du XXIe siècle. On peut comparer, par exemple, ces formes interrogatives. Maintenant, elles sont majoritaires avec le mot interrogatif à la fin, c'est-à-dire le « c'est quoi » a remplacé le « qu'est-ce » ou « qu'est-ce que c'est ». Voilà. Donc, il ne l'a pas remplacé, mais devient plus majoritaire. Et avant, c'était les jeunes et maintenant, c'est tout le monde. Enfin, on essaye de mesurer ces évolutions, même si notre rampant temporel est finalement assez limité, puisque c'est 70 ans. Mais durant ces 70 ans, on note des évolutions. Voilà. Alors, finalement, donc la grammaire évolue, semble-t-il, librement, et c'est comme le lexique, c'est une excellente chose. Alors, quels enseignements peut-on tirer de l'implantation des rectifications en 1990 ? Est-ce qu'il faut un interventionnisme de l'État sur la langue, c'est-à-dire est-ce qu'il faut intervenir, est-ce que l'État doit intervenir sur la grammaire ? Donc, Daniel Godard évoquait tout à l'heure, disait il faut une réforme peut-être nécessaire de l'accord du participe passé, mais
cette réforme est en cours et se fait toute seule. Donc, est-ce que pour certaines questions de grammaire, est-ce que l'État doit intervenir ou laissons tout simplement les francophones réformer cette grammaire d'eux-mêmes? Je crois qu'il ne faut pas penser que les institutions ont plus de pouvoir qu'elles n'en ont. Il y a des réformes qui ont été adoptées, par exemple pour l'orthographe, par les autorités, et qui ne sont pas vraiment employées. Elles ont été adoptées, mais les gens restent indifférents. Par exemple, pour ces réformes orthographiques, il faudrait que les éditeurs les adoptent pour qu'il y ait vraiment un changement. Les éditeurs ne les ont pas adoptés. Donc, je ne sais pas très bien. Enfin, on n'est pas, Dieu merci, dans un État totalitaire. Donc, ce n'est pas parce que les institutions vous diront A plutôt que B que les gens feront A plutôt que B. Bien sûr. Voilà, il y a une certaine liberté quand même. Et effectivement, il y a des grandes modifications qui se feront avec ou sans l'accord de l'État. Donc, du point de vue de la syntaxe, en tout cas, maintenant, je pense que l'intervention décisive est réellement dans les moyens de communication. Les journaux, les livres, tous les médias, etc. Là, oui, ça fait une différence. Par exemple, la féminisation des noms de métiers, donc l'État, dans différents pays, est intervenu donc assez tôt au Québec en proposant systématiquement des listes de mots, de noms féminins et en encourageant leur usage. En France, on a eu le décret Fabius en 86, le décret en 2007. Et pourtant, ça s'est fait très lentement. Le Parlement, on a accès aux archives de l'Assemblée nationale. Le basculement de Madame le ministre à Madame la ministre s'est fait en 2017. Enfin, c'est fait vraiment tard. Et moi, je vois que se répandent vraiment des noms qui nous semblaient très québécois, justement, comme écrivaine ou autrice. Ils se répandent vraiment depuis que les journaux les adoptent. Et ça fait, disons, 2019, enfin 2-3 ans. De même, le doublet bonjour à toutes et à tous plutôt que bonjour à tous. Avant, c'était juste français dans les discours officiels. Et ça se répand. Ça se répand grâce à la radio, grâce à la télévision. Donc, oui, sur cette question, il y a probablement une accélération ces dernières années. Donc, ces changements, ces évolutions, ces assouplissements de la syntaxe tiennent beaucoup à l'usage qu'en font alors les journalistes, les personnalités qui parlent alors qu'on entend à la radio ou à la télévision ou dans des conférences, mais un usage peut-être plus souple, alors peut-être effectivement l'accord du participe passé, si nous avons des ministres et des responsables que l'on entend régulièrement qui ne font plus du tout l'accord du participe passé, la question sera réglée. En quelque sorte. Oui. C'est un peu un reste, cette histoire d'accord du passé. Voilà, alors nous avons abordé donc, ces questions d'interventionnisme de l'État. Il y a eu des polémiques récentes où justement où l'État en tout cas, a été pris à partie, où des personnalités donc, ont pris part au débat. Donc, il a été un drame avec Yale, puisqu'on a même il était question de péril mortel à propos du doublet abrégé en écriture inclusive. Donc, alors ça, c'est probablement des questions qui sont très nationales et notre public qui est peut-être plus loin de la métropole n'a peut-être pas la même vision. Mais ça dit beaucoup quand même, ou ça peut-être ça ne dit rien du rapport que nous avons à la langue française, à la grammaire. Est-ce que c'est une tempête dans un verre d'eau ou c'est vraiment des aiguillons qui vont nous aider à moderniser la langue? On constate une tendance dans pas mal de langues qui ont un genre grammatical, en italien, en allemand, en espagnol,
à ce que le masculin dit générique soit ressenti comme insatisfaisant ou ambigu et pas forcément approprié quand on parle d'un groupe d'hommes et de femmes, d'où les doublets. Et après, est-ce qu'on veut abréger l'écriture de ces doublets ou non? Ça devient une question d'écriture et pas de grammaire à proprement parler. Donc, on signale dans notre grammaire, au chapitre ponctuation de mots, que pendant longtemps, on utilisait la parenthèse, comme sur les papiers d'identité, né entre parenthèses E. On utilise toujours les parenthèses au Québec, et puis ces parenthèses en France sont moins bien vues, parce qu'on a l'impression que justement, on met entre parenthèses le féminin, d'où le point, mais en Suisse, par exemple, c'est plutôt un trait d'union qu'un point. Donc, on voit comment ça va se stabiliser. Mais pour nous, il y a la question de la graphie, mais qui n'est pas essentielle. Enfin, au sens où la tendance plus générale de désigner par des mots masculins les personnes de genre masculin et par des mots féminins les personnes de genre féminin, c'est une tendance assez générale dans les langues et qui du coup, a des conséquences sur le pluriel quand on a un groupe mixte. Et donc, ce pronom « yel », on l'a noté, en fait, qu'il n'y a pas que le dictionnaire Robert et le dictionnaire des francophones, on l'a noté avec ce pourcentage, parce que c'est d'un usage variable. Voilà, c'est seulement certaines personnes qui l'utilisent. Et on ne sait pas, en fait, s'il est utilisé uniquement pour des personnes se revendiquant comme non-binaires ou dans un emploi plus générique, justement, qu'on ne sait pas quel genre de la personne ou peu importe. On a aussi un emploi pluriel pour un groupe mixte. Et comme disait Daniel, beaucoup d'adjectifs ont la même forme au féminin et au masculin, surtout à l'oral. Donc, les exemples, c'était « Yel est timide »,« Yel se sentait vide ». Enfin, voilà, où finalement, l'accord restait indifférencié. Oui, surtout à l'oral. Voilà, alors le temps file et avant que notre modérateur ne nous rappelle à l'ordre, est-ce que vous, en quelques mots, quelles sont les principales évolutions de la grammaire que la grande grammaire du français met au jour? Oui, on n'a pas vraiment mis à jour, on a plutôt confirmé donc l'histoire de l'expansion si je peux dire, l'expansion de l'absence. Donc l'omission du nœud de la négation à l'oral se répand réellement, ça on peut le constater. Les questions avec mot interrogatif à la fin, tu viens quand, également. La perte de l'accord du participe passé, oui. Aussi, il y a une évolution peut-être relativement récente, mais qui semble vraiment s'affirmer, c'est l'usage des troncations à l'oral. Vraiment, c'est extrêmement fréquent et je me prends moi-même à avoir du mal à utiliser le mot complet. C'est-à-dire, on dit prof et plus professeur, on dit appart et plus appartement, et c'est vraiment des abréviations spontanées qui sont très vivantes. La première fois que j'ai entendu petit-déj, c'était il y a quand même une dizaine d'années, j'ai pas compris. Et depuis, mais je le dis moi-même. Donc la troncation me paraît un phénomène assez intéressant parce qu'on a des mots relativement longs en français. Et on les coupe. Voilà. J'ai entendu parler de la Corée, je croyais que c'était le pays. Mais non, c'était la chorégraphie. Je crois qu'il y a une bataille homérique, on m'avait raconté ça, c'était pas sous le sceau du secret, mais il y avait une bataille homérique à la commission du dictionnaire de l'Académie française à propos du mot récréation et de récré. Voilà, donc je crois que c'était Jacqueline de Romilly était encore vivante et donc les académiciens s'étaient accrochés verbalement, mais je pense voilà, donc ça traverse toutes les couches, en tout cas des linguistes. C'est vraiment, je crois, une tendance actuelle, réellement. Alors là, pour le coup, une tendance actuelle, oui. Bonjour, rebonjour. Je fais irruption, je ne voulais pas vous interrompre. Je vous laisse terminer. Vous arrivez au bon moment. J'arrive au moment des questions, si ça… Ok.
Et ben alors justement, il nous reste un petit quart d'heure. Il y a déjà des questions qui ont été posées par les participants tout au long de vos interventions respectives. Mais et bien évidemment, ils peuvent continuer à en poser avec grand plaisir. On va essayer d'y répondre au maximum du temps imparti. Alors, je regarde un peu le fil des questions. Ah oui, c'est vrai que c'était un peu d'ailleurs l'actualité de l'été dernier pour le Belk. En fait, on avait beaucoup parlé du dictionnaire des francophones et une personne nous demande si vous avez justement consulté ce dictionnaire des francophones dans l'élaboration de votre grande grammaire du français. Alors, il est disponible depuis mai dernier. Donc, ce qu'on a fait, c'est que, on a le dictionnaire francophone, en fait, collationne des bases qui existaient déjà. Donc, nous avons utilisé les bases sur lesquelles s'appuie le DDF, qui sont Wiktionnaire qui mentionne Yale, qui sont les bases pan-francophones, voilà, pour la Suisse, pour les Antilles. Donc, on avait utilisé des bases préexistantes au DDF et où on a, puisé endéant ou des verbes d'Afrique subsaharienne comme cadoter pour faire un cadeau. Mais dès qu'il a été accessible, on a vérifié que ce qu'on disait y était bien, ou est-ce que c'était les mêmes pays ou les mêmes régions qui étaient mentionnées. Très bien. Voilà. Oui. Le dictionnaire des francophones a 20 ans de retard, finalement. C'est une belle entreprise. Magnifique. Oui. Voilà. Il continue à être enrichi. Voilà. Tout à fait. Je vois allez-y, Étienne, je vous en prie. Oui, je vois c'est ce qu'on avait déjà évoqué ensemble. Je vois qu'il y a une question qui concerne tout simplement cette question de règles. Donc, une participante nous dit, ne craignez-vous pas que quand on tente de prendre en compte autant de variations, le français devienne trop dilué. Voilà, c'est-à-dire sans norme à proprement parler. On n'a pas dit que c'était sans norme. On distingue, ce qui est acceptable pour tout le monde, donc il n'y a pas le pourcentage, ça c'est vraiment je crois que ce qu'on peut appeler le français de référence ou le français commun, et on indique ce qui est considéré comme non standard, donc rejeté par les puristes ou rejeté par l'école, donc des constructions que vous risquez d'entendre, mais pour lesquelles il y a un prix à payer et pour lesquelles nous, on ne vous le dit pas, mais vous pouvez en conclure que c'est déconseillé dans votre situation, dans certaines situations. Donc, c'est très important, cette différence, je crois. Très bien. Mais vous en avez de toute façon parlé à de nombreuses reprises, mais si vous deviez finalement résumer, si cela est possible, finalement la grande différence les différences entre les grammaires, les grammaires traditionnelles que l'on connaît et cette nouvelle grammaire, les points essentiels, parce qu'on a toujours besoin de résumer. Bon, d'abord, comme vous l'avez dit dès le début, c'est une grammaire descriptive et non pas normative. Mais par là, il ne faudrait pas comprendre que toutes les données sont mises sur le même plan. Au contraire, elles sont annotées, elles sont qualifiées. Donc ça, déjà, c'est un point important pour les lecteurs. Une deuxième grande différence, on l'a un petit peu fait entendre, c'est l'importance de l'oral et la possibilité d'entendre des phrases si vous avez une version en ligne. Ça, je trouve que pour moi, je trouve que c'est vraiment très important et c'est vraiment la première fois. Donc ça, c'est aussi une grande nouveauté. Et puis aussi, du point de vue des règles, puisque vous parliez des règles, c'est vrai qu'il y a souvent, pas souvent, il y a des endroits où il y a de la variation dans la syntaxe, dans les interrogatives, dans la négation, etc. Il y a de la variation. Mais il y a une autre forme de règle, entre guillemets, qui nous importe et qui n'est pas prise en compte habituellement dans les grammaires. Ce sont les règles qui tiennent compte des pourcentages d'utilisation. C'est-à-dire qu'on ne peut pas rendre compte de l'ordre de l'adjectif et du nom sans faire appel à des préférences. Donc, il y a des règles de préférence. Et ça, c'est nouveau. Pourquoi ? Parce que nous, on a pu bénéficier de corpus et on a pu faire des comptages. Donc ça, c'était quelque chose qui étonne un petit peu, mais c'est une nouvelle forme de règle.
une règle de préférence. Dans telle et telle condition, vous préférez A plutôt que B. Mais A et B existent tous les deux. Voilà. Voilà, alors une petite question sur acceptable, inacceptable, douteux, non standard, après que plus subjonctif. Oui, ben c'est très utilisé. Voilà. Alors, Donc, mais moins maintenant, mais c'est non standard, c'est stigmatisé. non standard. Mais Non moi standard. maintenant, parce qu'à la radio, j'ai observé depuis 2-3 ans, ils se sont mis à mettre très attentivement l'indicatif après que. Ce n'était pas le cas il y a 10 ans. Donc c'est amusant, mais là, il y a eu vraiment une influence de standardisation. Oui, vous parlez de la radio, par exemple, vous n'avez dans votre corpus, vous n'avez pas pris en compte le courrier des médiateurs de la radio et de la télévision, où il y a énormément de questions ou de remarques sur la qualité d'expression, les fautes de syntaxe des animateurs, des journalistes. Ah non, ça, ce n'est pas notre problème. Voilà, mais parce que c'est absolument passionnant. C'est amusant, mais bon, voilà. Éventuellement, ça renseigne. Ça renseigne, cette obsession de la norme, du bien parler. Voilà. Non, on a il existe une base de données avec les journaux de la radio, par exemple. Ça, c'est des choses qui existent. Et puis, on écoute beaucoup la radio. Enfin, moi, j'écoute beaucoup la radio. Alors, évidemment, je l'écoute peut-être pas forcément pour ce qu'ils disent, mais pour la façon dont ils le disent. Alors, juste, on a une précision de la participante à la question que j'ai posée tout à l'heure, parce qu'en fait, j'ai déformé, c'est vrai, la question qui était posée. Donc, je vais la reformuler, la reposer telle qu'elle a été pensée. En fait, la question concernait plutôt la différence dans la terminologie de la grammaire traditionnelle et la nouvelle grammaire. Par exemple, lorsque l'on parle de subordonnant, de manipulation syntaxique, est-ce que les deux grammaires sont présentées sur un même pied d'égalité ? Je n'ai pas compris. Quand on parle de subordonnant ou de manipulation syntaxique, est-ce que, enfin, finalement, comment les différences entre la grammaire traditionnelle et la nouvelle grammaire sont-elles traitées dans leur terminologie ? Parce qu'il y a peut-être des différences enfin, en tout cas, c'est comme ça que je comprends qu'il y a des différences de terminologie. On a cette table de correspondance, oui, de terminologie. Les différences de terminologie sont assez faibles, D'accord, et donc il y a une table de correspondance. Oui. Tout à fait. Et donc, il n'y a pas d'échelle de valeur, parce que finalement, si je comprends bien, elle parle de pied d'égalité, donc… C'est-à-dire que les terminologies, souvent, sont un peu… À part la terminologie officielle, voilà, de France ou de Belgique, les terminologies dans les grammaires et dans surtout les ouvrages de linguistique sont assez hétérogènes. Donc, on a voulu essayer d'uniformiser un peu tout ça. Oui, et finalement, enfin, c'est ce tableau synoptique qui est au début du tome 1 de la grammaire, en tout cas pour l'édition imprimée, est très clair. Et on peut constater qu'il n'y a pas tant de variations que ça, malgré donc, les polémiques à la sortie de chaque nouveau balai scolaire. Donc après, il y a effectivement comment on analyse les constructions. Une fois qu'on a dit qu'il y avait 3 usages de que, ou 4 ou 5, voilà, dans telle phrase, que je t'aime, lequel est-ce, voilà, c'est l'exclamatif. Mais souvent, les grammaires oublient qu'il y a plusieurs possibilités. Par exemple, pour l'accord, est-ce que c'est le singulier ou le pluriel? Donc avec ou, on a les deux. Le Paul ou Marie viendront, mais il peut y avoir des tendances ou des préférences. Et avec et, on a vu qu'il y avait un certain nombre de cas où on a aussi le choix entre le singulier et le pluriel. Par exemple, pour l'accord du déterminant. C'est vos nom et prénom ou votre nom et prénom. Donc, ce n'est pas le cas que c'est toujours le pluriel avec et, par exemple. Comme ce n'est pas le cas que c'est toujours le masculin avec « et », puisqu'on a découvert que l'accord dit de proximité au féminin était toujours bien vivant, il n'avait pas disparu au XVIIIe siècle, et on dit bien différentes villes et villages, et pas différents villes et villages. Donc avant le nom, on continue d'accorder avec le nom le plus proche. Après le nom, on a le choix
villages et villes différents ou différentes. On a les deux. Ouais. Avant le nom, c'est vraiment difficile d'avoir le masculin si le premier nom est féminin. Je vois que Julie Auger nous signale qu'après que le subjonctif n'est pas stigmatisé au Québec. Oui, je pense que c'est trop fort de dire que c'est stigmatisé en France, mais ça a été signalé, je ne sais pas si c'est par l'Académie française, mais relativement récemment, il y a un effort pour mettre l'indicatif. Mais personnellement, j'utilise le subjonctif après que. Ça, pas tout le temps, mais ça m'arrive, donc je ne dirais pas que c'est stigmatisé. Non, mais c'est comme malgré que qui est mal vu, qui est stigmatisé en France, mais malgré que, on le trouve facilement dans les corpus québécois et nos amis belges nous disent qu'ils l'utilisent. Donc, c'est un peu comme donne-moi-le, il y en a un qui est mal vu, on ne sait plus lequel, mais les deux sont bien utilisés. Je ne vois pas d'autres questions. Enfin, n'hésitez pas, il nous reste encore 5 minutes si vous avez une ou deux questions supplémentaires. Voilà. Alors, moi, j'ai une question qui me brûle les lèvres. Et donc, nous avons donc cette 2000 ou peut-être 3000 pages. Donc, c'est de termes très... 2500. Voilà, 2500. Et est-ce qu'il y a un ouvrage abrégé, une sorte de manuel en préparation? Oui, mais ça va nous prendre du temps. Voilà. Oui, parce que la synthèse est encore... Presque 20 ans, donc ça nous prendra moins, j'espère, mais ça prendra du temps, oui. Voilà, et puis peut-être que... Ah, il y a une question qui arrive, parce que sinon, je crois que vous pouvez peut-être aussi insister sur l'intérêt de la version en ligne, donc, qui permet d'entendre notamment ces exemples oraux, donc ce qu'on n'a pas évidemment avec l'imprimé, et puis cette possibilité aussi d'aller piocher peut-être plus facilement que dans le papier, donc des explications sur des cas précis. Il y a, je crois, 20 000 hyperliens sur lesquels vous pouvez cliquer. Donc, à tout moment, vous pouvez avoir accès au glossaire, aux fiches et beaucoup de points de grammaire sont liés entre eux. Donc, on a mis beaucoup de soin à insérer ces renvois. Et je m'aperçois qu'il y a vraiment beaucoup de questions auxquelles on ne pourra pas répondre. Donc, je voulais juste dire qu'il y avait une adresse générique où vous pouvez nous poser des questions, on sera content d'y répondre. Voilà. C'est ggf@LLF, donc LLF c'est notre laboratoire de linguistique formelle, @uparis, puisqu'on s'appelle encore provisoirement Université de Paris.fr. Donc écrivez-nous à cette adresse, ou si vous trouvez nos adresses personnelles, bien sûr, mais enfin, on a cette adresse pour les questions de contenu, toutes les remarques. Voilà, je voyais quelqu'un qui nous disait que le passé simple avait disparu. Effectivement, on en parle. Je viens de mettre justement l'adresse dans le chat pour que les gens puissent la récupérer. Donc, en tout cas, merci de vous rendre autant disponible pour répondre aux questions. Oui, il y avait l'évolution vers le futur en aller qui aussi maintenant remplaçait le futur simple. Je vais aller plutôt que j'irai. Oui. On n'a pas parlé de l'évolution des temps verbaux, mais on y consacre aussi un chapitre. Très bien. Encore une intervention peut-être. Attendez, hop. Ça s'actualise toujours un petit peu, donc c'est toujours un petit temps. Non, si. Ah, il y a encore une question. Je suis impressionnée que nos amis de Montréal se soient levés si tôt. Donc, il y a aussi encore une question, mais c'est plus pour remettre des liens. Alors, de toute façon, si vous en êtes d'accord, on peut annoncer la fin de ce webinaire et puis je donne quelques informations supplémentaires. Ça vous va? Merci à tous. Non, en tout cas, je vais donner juste quelques petites informations. Ce webinaire, bien évidemment, est enregistré et sera disponible sur la chaîne YouTube de France Éducation. Et tous les participants seront mis au courant dès sa mise en ligne. Et de toute façon, nous mettrons aussi dans
dans la description de la vidéo les liens nécessaires pour justement que les gens puissent aller consulter le site internet de la Grande Grammaire du Français et aussi remettre, pourquoi pas, le mail de toute façon que vous avez fait apparaître à l'écran pour qu'ils puissent vous contacter. Donc voilà, qu'ils n'hésitent pas, enfin, qu'ils n'hésitent pas à aller voir ce replay. Et de toute façon, non, et on va aussi je vais aussi vous transmettre, j'en profite parce que c'est la fin de la semaine et qu'on a quand même une belle semaine qui s'annonce aussi en termes de webinaire pour la semaine prochaine. Donc, juste, je fais un petit teaser pour dire qu'il y a encore de nombreux webinaires et il reste encore beaucoup de place. Donc, n'hésitez pas à aller consulter le programme que je vous mets aussi dans le chat, en fait. Et vous pourrez aller vous inscrire à de nombreux webinaires qui, j'espère, vous intéresseront. Et voilà. Et donc, je voulais juste terminer finalement par vous remercier déjà, très chers invités, Monsieur Quillot, Madame Abéillé, Madame Godard. Ça a été un plaisir. Je pense que ça s'est reflété aussi dans le chat. Je pense que les gens sont très contents de ce que vous avez exposé et ont sûrement très envie de découvrir cette grande grammaire du français en vrai, en papier ou sur le net. En tout cas, c'est tout le mal qu'on leur souhaite. Et puis, je voulais évidemment remercier tous les participants parce que c'est aussi pour eux que l'on fait ça et le fait d'être présent donne du sens à ce que l'on fait. Donc, je le dis webinaire après webinaire, mais c'est toujours un plaisir d'avoir autant de gens qui participent. Donc, merci beaucoup. Un dernier au revoir. Oui. Au revoir. On dit au revoir à tous. Et puis, merci. Voilà, au revoir. Une très bonne semaine, une très bonne fin de semaine et à très vite pour d'autres événements pour le Belk numérique hiver 2022. Merci à tous. Voilà. Merci et au revoir. Au revoir.